Notre prochain invité est de loin un de mes êtres humains préférés sur la planète Terre. C'est un homme qui me fait rire. On se calme. Je sais que c'est un chouchou ici. Je sais vraiment pas ce que vous trouvez vraiment à cet homme. Oui, il parle bien. Oui, c'est un des seuls hommes que je connais que peu importe ce qu'il dit, ça a l'air brillant. Je l'ai toujours dit, c'est le genre de mec, il lirait sa liste d'épicerie. Les gens auraient envie de prendre des notes. Alors du coup, l'enjeu dans les neurosciences, curcumin, concombre, carotte. L'enjeu du bœuf dans le département du bœuf. Cuisse de poulet. Gros céleri. Mais c'est un mec qui m'a appuyé, qui m'a soutenu depuis ma première édition, quand je suis venu à 58 personnes. Dans un sous-sol miteux, il était là. Et sur les 5-6 conférenciers qui étaient là, c'est le seul qui a été sur scène et qui m'a défoncé la tronche. Il s'est moqué de moi comme les 5 premières minutes. Et moi, j'étais comme, mais j'adore ce mec! Donc, c'est une personne vraiment importante pour moi, David Lefrançois. Donc, je vais vous demander de l'accueillir avec importance, aussi avec beaucoup d'amour. Mon ami, mon frère, David Lefrançois. J'attends la musique, je fais quoi? C'est très sympa de passer le dernier. Parce que je sais qu'en fait, la dernière chose que vous allez retenir, peut-être de ce séminaire, c'est moi. Tant pis pour vous. Bon, déjà, il faut que je vous dise que je suis content d'être là parce que très gros stress ce matin. J'avais dit à Martin, je suis une sorte de stagiaire ici. Vous savez quoi, à chaque fois qu'il y a une AZ, il faut que je sois là parce que de toute façon, il n'a pas le choix. Et ce matin, je me suis dit, tiens, je prends quand même l'avion plus tôt, on ne sait jamais. Ça me laisse le temps de me poser, de venir voir la salle. Les personnes, il paraît que vous n'êtes pas très sympathiques, donc je me suis dit peut-être que je vais prendre le... Ce sont les autres intervenants qui le disent. On va parler des intervenants, si vous voulez bien, juste après. Je m'en charge. Et puis ce matin, il y a eu une tempête. Je suis parti de Tel Aviv ce matin, et ce matin, il y avait une très grosse tempête de sable. Et j'ai juste eu 2h30 de retard. On est resté sur le tarmac avec un doute si on allait décoller ou pas. Et si j'avais pris l'avion juste après, j'aurais pris mon avion ce soir. Ça aurait été dommage. Donc je suis très heureux d'être là. Tous les éléments ont fait que finalement, je peux partager avec vous ce que j'ai envie de partager. Et franchement, c'est énorme de vous voir tous ici, d'abord, parce que ça fait très longtemps. Vraiment. Donc, soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Et c'est en même temps hyper compliqué de passer le dernier parce que vous avez eu une pléthore de superbes intervenants. Un peu bizarre de temps en temps. Quand même, vous vous rappelez que vous avez payé quand même pour avoir un mec qui vous a dit qu'il avait le QI d'une huître? C'est-à-dire que toi, tu dis, bon, je vais à la Z, je vais voir les meilleurs experts du monde entier. Le mec, il dit, moi, j'ai le QI d'une huître. Mais en même temps, moi qui parfois, je me dis, j'ai le QI d'un poulpe, je me dis, mais c'est hyper rassurant. Je me dis, un frère. Quand je fais mes conneries, j'ai le QI d'un poulpe, un frère. Vous avez eu François Lemay aussi. Vous savez qu'à cause de ce con-là, j'ai perdu un pari. Non mais vraiment, moi la première fois qu'il a fait un noyo, 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 j'étais à Québec. Donc moi j'avais un noyo, noyo. Je dis c'est un truc québécois. C'est les Indiens. Et un jour, je suis avec un mec, il fait, oui, il fait Yanoyo, je connais très bien, c'est un truc quoi? C'est un truc du Québec, c'est indien. Mais pas du tout. C'est finlandais ou suédois. Je dis, écoute-moi bien. Moi, je connais le garant officiel de Yanoyo. Je le connais très bien.
Et crois-moi que je sais ce que... J'ai perdu un pari. Non, faut être con, la vérité. Pour être québécois et prendre un truc de Finlande, en disant, c'est... Ah non, yo. Sacré François. Mais grâce à François, vous avez appris un peu plus de pleine conscience. Et puis après, il s'est passé un truc très bizarre. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais depuis le coronavirus, il y a plein de choses qui ont changé. Par exemple, j'ai remarqué que certains intervenants avaient perdu leurs chaussures. Un truc de dingue! C'est-à-dire qu'il y a toute une industrie qui a été touchée. Je suis allé les voir, même Nicolas, tout à l'heure, je lui ai dit, Nicolas, qu'est-ce qui se passe? Mais tu sais que même à Tel Aviv, on a des tongs. Je te passe des tongs. En ce moment, c'est super les tongs. Prends les tongs, Nicolas. Bon. Alors tout à l'heure, j'ai quand même hésité, je me suis dit, est-ce que je vais pas avoir l'air d'un con si je mets des choses? Voilà. Heureusement que vous n'avez pas eu de séminaire sur la gentillesse, il manquerait plus que ça. Ah là là là. Bon, les intervenants, c'est fait? Non, moi je suis très heureux d'être là. Je suis très heureux d'être là parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est quand on vient à ce genre d'événement, on y vient avec une envie viscérale de se découvrir soi-même. Vous avez remarqué ce truc-là ou pas? C'est-à-dire que je vais quand même vous rappeler que si vous êtes là maintenant, aujourd'hui, c'est qu'il y a une énergie fondamentale à l'intérieur que limite vous ne serez pas capable de décrire et qui vous pousse à vous réaliser. Vrai ou pas? Qui a le sentiment d'être en contact avec ça ou a eu le contact d'être en contact avec ça pendant ce week-end? Levez la main, s'il vous plaît. Ça veut dire quoi? Génial. Ça veut dire que chacun d'entre vous, il y a un moment donné, ça résonnait tellement, mais pas intellectuellement. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est pas un truc, il a raison, c'est bien ce qu'il dit. C'est un truc que tu sens dans tes tripes, tu dis, putain, c'est ça. Enlever le putain et remplacer-le par ouais, on danse extraordinaire. Il me dit, là, quand il me dit ça, là. Qui, au passage, qui trouve que je fais très bien l'accent québécois, levez la main. Martin? Non, parce que quand j'ai fait ça, il vous a dit ou pas? Non? Un jour, je dis, Martin, arrête, je fais très bien l'accent québécois. Et un jour, je suis à Québec, dans un de ces grands événements comme ça, il y a plein de gens, puis il fait juste, là, David, il vient de parler, là, il vient de faire l'accent québécois. Qui pense qu'il a un bon accent québécois? Putain, une personne avait la main. Une seule personne. Elle était française. Donc, quand je suis sur mon terrain, ça passe, là, tu vois, ça passe. C'est nickel. C'est nickel. C'est comme les présidentielles, tu peux dire n'importe quoi, mais t'es chez toi, ça passe. Ah, mais non. Pas de déficit du tout, l'État n'est pas du tout en déficit, on a cartonné, le chômage, on l'a enrayé, on cartonne. T'inquiète, ça passe, c'est chez nous. C'est comme l'accent de Lefrançois. Ils ont coupé ça au montage, mais il a dit ça, Emmanuel. Donc, on va revenir sur cette espèce de ferveur intérieure qui vous pousse à vous réaliser et qui fait que, en fait, c'est pas que maintenant que ça se passe en vrai. Ce truc qui vous a amené là, cette espèce de ressenti intérieur qui se passe essentiellement au niveau des tripes, ça fait un petit bout de temps que ça vous travaille quand même. Vous avez fait le tour, vous avez pris des décisions et un jour vous dites « faut que je passe à l'acte ». Vous savez ce que c'est ça? C'est ce que les neuroscientifiques s'accordent à dire, c'est l'âme. Ça peut paraître dingue qu'un neuroscientifique vous parle d'âme, et pourtant, tous les plus grands neuroscientifiques que j'ai vus, aucun d'entre eux n'exclut la notion d'âme. Au contraire, on l'intègre. Parce que c'est la seule chose qui peut expliquer parfois les mal-être de certaines personnes, ou pas. Bon, d'accord. Non, finalement, c'était bien ce que j'ai dit. Bien. Et c'est intéressant ce processus parce que, en fait, nous naissons tous avec une partie de nous qui a envie de vivre quelque chose d'exceptionnel. Une partie de nous qui a envie de se réaliser dans ce monde-là. Ok? Ça veut dire que, en fait, cette force intérieure, parce que c'est une vraie force,
Et franchement, c'est une vraie force pour passer tous les obstacles qu'on doit passer pour devenir un entrepreneur. Mais en fait, pas pour devenir l'entrepreneur. L'entrepreneur n'est qu'un vecteur, un véhicule. Ok, on est d'accord qu'un médecin, c'est un soignant d'abord. Il aurait pu prendre n'importe quel autre vecteur. Il aurait pu être coach, il aurait pu être thérapeute, il aurait pu être kiné. Et il a choisi ce métier-là pour devenir médecin. Il y a en chacun de nous quelque chose qui tente à se réaliser dans ce monde. On ne sait pas pourquoi. Mais on sait une chose, c'est tant qu'on n'est pas aligné avec réaliser cette chose à l'extérieur, ce qu'on appelle la réalisation de soi au passage, on ne se sent pas bien. Il y a un décalage. Et en fait, tout ce phénomène-là est un phénomène qui s'appelle l'existence. Le but d'une vie, c'est d'exister. Alors, bon, exister, David, t'es cool, c'est quoi? Exister, ça va plaire à mes deux comparses qui à chaque fois se foutent de ma gueule quand je parle latin. Okay. Vous croyez que je les connais pas? Vous croyez que quand je suis pas là, je sais très bien ce qu'ils disent de moi? Et en plus, j'ai des espions partout. Exister, ça vient de ex-ester. Ex-ester, c'est être à l'extérieur. C'est-à-dire qu'en fait, le but de l'être humain, c'est d'être à l'extérieur. Mais être qui? Être quoi? Et chacun de vous, là, tous, chacun de vous a quelque chose à réaliser. Plus vous allez vous rapprocher de cette existence qui colle à ce que vous êtes, plus vous serez heureux. Ça veut dire que vous aurez les mêmes problèmes que les autres. Vous rencontrerez les mêmes galères, les mêmes difficultés, mais à cette chose près que quand vous les vivrez, vous aurez toujours une force positive, restructurante, et qui vous permet de vous réincarner à nouveau et de se dire « il faut que j'aille jusqu'au bout, j'y vais ». Donc cette force intérieure-là, qu'on va appeler l'âme pour se mettre d'accord, ok? Cette force intérieure, elle va passer par plusieurs strates de notre environnement personnel et intrapersonnel et extrapersonnel, d'accord? Et à chaque fois, on doit faire un travail de compréhension de ce que l'on est ou de ce que l'on fait. C'est-à-dire que cette âme-là, elle va passer par des sphères qu'on appelle la psyché. C'est-à-dire que j'ai une envie intérieure. Vous savez ce que j'ai? Moi, quand je suis tout petit, depuis que je suis tout petit, j'ai envie de chanter. J'ai envie de me donner en public. J'en ai envie, mais j'en crève d'envie parce que quand je vois ça à la télé, ou quand je vois des stars, quand je vois des artistes, je trouve ça super cool quand même. Et moi, je ne sais pas pourquoi, ça me touche. Ça me touche. Alors je vais commencer à parler et je vais commencer à essayer des choses. Mais très rapidement, je me rends compte que l'environnement dans lequel je suis n'est pas d'accord avec cette idée. Pas du tout. Pas du tout. L'environnement va me dire « Non, 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 David, t'as pas compris. Ne fais pas ton intéressant. » Non, c'est intéressant, intéressant. Inter, et c'est être à l'intérieur. On est en train de te dire « Ne sois pas. Ne sois pas qui tu dois être, en fait. Non, non, non. Il faut que tu sois ce qu'on a décidé que tu devrais être. Mais en tout cas, pas ça. » Et c'est bizarre, comment on peut très vite, alors que là, moi, j'ai mon âme qui a envie de vivre, d'accord? D'abord, ne disons pas que l'amour, c'est quand l'âme voit le jour. C'est ça. Quand je ressens de l'amour pour moi-même, je vous dis, vous êtes en contact direct avec l'émanation la plus profonde de ce que vous êtes. Et ce que vous êtes devient essentiel. Et ça devient existentiel. Mon existence va devenir enfin essentielle. Mais ça veut dire que déjà, cette force, elle va être brimée là tout de suite, direct. Direct, on va l'arrêter. Et on va dire, non, on n'avait pas prévu ça comme plan pour toi. Artiste, certainement pas. Chanteur, encore moins. Et puis, t'as pas de voix. Depuis quand il faut une voix pour chanter? Non, mais c'est vrai. Bon, à part Céline. Mais Céline, elle a été coachée par un Québécois. Tous ceux qui sont coachés par des Québécois, ils sont bizarres après. Mais quand même. Donc,
la première force qui va t'empêcher de cette structure, c'est déjà ta psyché, et ta psyché, elle est liée à ton vecteur environnemental. C'est-à-dire tout le monde autour de nous. D'accord? Si vous voulez bien, aujourd'hui, ce que je vais faire aussi, c'est que, après cette petite exposé de la quête de l'âme à travers tout ce qu'elle doit faire pour se réaliser, je vous expliquerai aussi ce qui se passe dans votre tête au niveau neurologique. Juste pour que vous ayez une alerte, et je veux que vous reteniez ça de ma conférence d'aujourd'hui. Vous n'êtes pas votre cerveau. Je veux que vous entendiez ça comme jamais. Vous n'êtes pas votre cerveau. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si vous comprenez, si j'arrive à me faire comprendre, c'est plutôt ma responsabilité, parfois c'est bien aussi, si j'arrive à me faire comprendre et que vous arriviez à saisir les messages trompeurs cérébraux que vous envoie votre cerveau, au sortir de cette conférence, vous ne serez plus jamais la même personne. Parce que vous serez conscient des mécanismes qui vous empêchent de vous réaliser au quotidien. Si vous voulez bien, je reviens d'abord sur mon système de l'âme, qui a envie de se réaliser, qui a envie de s'incarner. Donc ça va passer par la psyché. La psyché, on va y mettre ma personnalité, mais quand je suis petit, la personne, c'est qui? C'est un petit être qui est façonné par ses enseignants. On est d'accord ou pas? Je ne suis pas autonome. Et en plus, j'ai une particularité, c'est que mon cerveau, il n'est pas formé, il n'est pas terminé d'être formé. C'est-à-dire, ce qui va me manquer le plus pour développer un raisonnement logique sur ce qu'on me dit que je suis ou que je ne suis pas, je ne l'ai pas. Le cortex préfrontal. Qui va commencer à se construire entre réellement 13 ans jusqu'à 22 ans. Bon, pour certaines personnes, pas du tout, mais... Voilà. Je ne dirai pas qui. T'es là, François, ou pas? Non, vous inquiétez pas. Ça n'arrive qu'aux hockeyeurs. Qui a fourni un fusil à Martin? Donc, quand l'âme, elle passe la psyché, elle va ensuite rentrer dans le monde du vécu, le réel. Là, on commence à toucher le réel. Et ça s'appelle la motivation. C'est-à-dire, quand je décide, regardez, aujourd'hui, tous les intervenants vous ont parlé de motivation, vrai ou pas? D'une façon ou d'une autre, ils vous ont dit, les gars, il faut stimuler votre motivation et il faut aller jusqu'au bout. Ils ont dû aussi vous rappeler qu'avec de la motivation, on commence une œuvre. Avec de la détermination, on la termine. Détermination. D'accord? Déter, c'est engagement. Je suis engagé à terminer quelque chose. C'est ça la détermination. Maintenant, vous comprenez bien que parfois, on a la motivation, mais la maintenir sur la durée, dans le temps, c'est compliqué. Parce que mon âme, elle va passer ma dimension psychique, mais elle va aussi dépasser ma dimension physique. Vous êtes d'accord que parfois, j'ai aussi des limitations physiques? Est-ce que j'ai l'énergie? Est-ce que j'ai le corps? Est-ce que je suis en pleine forme? Est-ce que je suis en pleine santé? Parfois, j'ai envie de... Mais je vois bien que physiquement, je ne peux pas. Ça veut dire qu'une fois encore, cette force intérieure, elle va être confrontée à des vecteurs de ralentissement énormes. Et on va avoir des perditions d'énergie à chaque fois. Et une fois encore, aller encore plus loin de la motivation et s'assurer que tous les jours, je pose les actions nécessaires pour me rapprocher de mes objectifs. C'est compliqué, et on va s'apercevoir qu'au final, quand on se rend compte qu'il y a seulement 3% des gens qui réussissent vraiment dans la vie, on comprend que ces 3%, pour y arriver, ont dû mettre en place des process spécifiques leur permettant d'y arriver. Maintenant, laissez-moi vous parler de ce qui peut vous limiter le plus. Mais avant, laissez-moi vous dire que pour mettre en place tout ça, il va falloir que vous passiez par un processus qui s'appelle le changement. Quel mot fantastique, le changement. Parce que parfois, le changement, ça c'est vrai, c'est sûr. Mais c'est aussi intéressant de comprendre que le changement, c'est la capacité que nous avons à remettre en question, voire à remettre en cause
qui je suis maintenant pour laisser ce que je dois devenir se réaliser. C'est ça le changement, ce n'est rien d'autre que ça. Maintenant, vous avez remarqué qu'à chaque fois qu'on veut changer, c'est stressant. Il y a du stress. Le Maharal de Prague, il disait « L'objectif de toute une vie consiste à passer du potentiel au réel. » Dans cette phrase, il y a toute une vie. Sur cette phrase, vous pouvez faire des dizaines, des centaines, des milliers d'heures de développement personnel. Ça veut dire quoi? C'est que cette phrase, elle considère que chacun d'entre nous a le potentiel de se réaliser. Vous êtes tous nés avec un potentiel intellectuel, émotionnel, physique, psychologique, stratégique, des habiletés particulières qui sont les vôtres. Moi, tu me confies une feuille, un crayon, je te fais de la merde. C'est-à-dire que je vais te faire un bonhomme, c'est un rond avec des traits. Ouais. Jamais on m'a fait ça de toute une vie, je m'en rends. Hop, hop, hop. Ah, autre chose qui va vous empêcher de réussir, l'orgueil. Alors je reviens parce que sinon vous allez croire que je suis orgueilleux. L'orgueil. Mais ça veut dire qu'il y a des personnes, elles naissent avec des aptitudes et des capacités qui sont particulières. Et que ces aptitudes, si elles sont valorisées, identifiées, travaillées, excellentisées, t'as des génies. Et en fait, être un génie, c'est pas d'avoir quelque chose qui sort de nulle part avec des aptitudes. Non. Les neurosciences ont remis en question complètement cette théorie. Les neurosciences ont dit, être un génie, c'est surtout très jeune, être valorisé sur tes capacités. C'est d'avoir eu des enseignants qui ont dit, dis-moi, c'est fantastique ce que tu es en train de faire. C'est génial. Tu sais que tu as un don? Non, mais mon dessin, il est pourri. Tu as un don. Mais là, plus important, une fois encore, c'est que je le crois. C'est que je crois que c'est vrai. Et parce que je crois que ça, c'est vrai, je vais m'engager pour dire, je vais m'intéresser à cette chose. Et je vais vous poser une question qui est très intéressante. Est-ce que vous savez comment on sait qu'on aime quelque chose ou quelqu'un? Bien, c'est une vraie question. C'est une vraie question qu'on peut se poser. Fayotte. C'est ma mère. Merci maman. À chaque fois que tu vas donner de l'importance à quelque chose, tu vas l'aimer. Regarde, si tu aimes une personne, tu vas lui donner de l'importance. La relation, elle va être importante pour toi. Tu vas t'engager, tu vas faire des sacrifices, tu vas accepter des choses, tu vas en accepter d'autres, tu vas te mettre en avant, tu vas te mettre en arrière. C'est important. Si une matière te passionne, elle devient importante pour toi. Alors tu vas t'y intéresser. Tu vas te dire, non, mais j'aimerais bien devenir un expert dans ce domaine, c'est important. C'est important pour moi. Et après, tu vas dire, j'adore ça. J'adore ce que je fais. J'ai un boucher à Tel Aviv, Coco. Je n'irai pas acheter ma viande ailleurs que chez Coco. Parce que le mec, c'est un passionné. Parce que le mec, quand je vais le voir, il me donne tout ce qu'il peut. Il tresse des côtes de veau. Il me fait, je veux pas me fâcher avec ta femme. Non, parce que je veux que tu vas avec des amis ce soir, je veux que tu kiffes. Prends pas ça. Mais le mec, il pourrait se débarrasser de sa viande, là, j'en ai besoin. Eh ben non, parce que lui, là, il considère que l'expérience que je vais avoir, c'est important. Et vous savez pourquoi je vais acheter ma viande chez lui? Pour ça. Parce que je sens que lui, il aime son métier. Et parce qu'il aime son métier, eh ben la relation, elle n'est plus la même. Et peu importe qu'ils vendent plus cher que les autres, à ce moment-là, tu t'en fous. Parce qu'en plus, quand tu l'appelles, il y a le service qui va avec. Donc, tu t'en fous. Vous voyez ce que je veux dire? Quand je vois que les personnes qui me disent « Me rendez compte, la crise, le corona, les gars, arrêtez vos conneries. C'est du bullshit tout ça.
Si vos chiffres d'affaires ne sont plus à la hauteur, c'est que vous n'avez pas avancé, vous ne vous êtes pas renouvelé. Votre service, vous avez remarqué, ceux qui ont lancé leur affaire, leur business, quand on a nos premiers clients, vous vous rappelez comment on les aime, nos premiers clients? Mais est-ce que 20 ans après, tu as toujours l'idée du service qui est la même? Je vous dis, pour la plupart des entreprises, la réponse est non. 20 ans plus tard, les gens ils font du marketing. Avant, tu aimais ton client. Maintenant, tu as besoin de faire du marketing pour avoir exactement les mêmes engagements clients. Connerie! Aime tes clients. Réfléchis à eux, donne-leur du service. Donne-leur le meilleur service et renouvelle-toi. Et un coup d'avance. Tu dois être un leader, pas un suiveur. Sois un leader. Sois le mec qu'on va copier tout le temps. Et pour ça, il faut que tu te bouges le cul. Mais pour ça, il faut être passionné, il faut que tu aimes ce que tu fais. Qui est d'accord avec moi? Super. J'ai senti un énervage sur la droite. Petit énervage comme ça, là. C'est très important de comprendre que dans cette logique de réalisation, tout ce que vous allez pouvoir faire, c'est surtout d'abord de vous remettre en question vous-même. Ce qui vous amène, mes seigneurs, à travailler sur quelque chose. Sur l'invisible. Écoutez-moi bien ce que je vais vous dire. Vous devez travailler l'invisible. Tout ce qui est visible, tout ce qui est à l'extérieur est éphémère. La beauté, c'est éphémère. Tout ce qui est matériel, c'est éphémère. Ma fille est dans cette pièce. Un jour, je vais mourir. Je suis désolé. Peut-être qu'elle est contente. Bon, quoi qu'il arrive, j'espère de tout mon cœur partir avant elle. La question, c'est qu'est-ce qui restera? Alors bien sûr, je peux fabriquer un patrimoine, lui transmettre de l'immobilier, des choses. Mais qu'est-ce qui restera? Ce que je lui aurais apporté, ce que je lui aurais transmis. Est-ce que je lui aurais transmis ma joie de vivre? Est-ce que je lui aurais transmis ma positivité? Comprenez une chose, c'est que tout ce qui fonctionne sur la durée, c'est l'invisible. Sauf que quand on fait un business, quand on développe qui on est, la plupart du temps, on travaille tout notre extérieur. C'est vrai. Combien de personnes m'ont dit, moi je fais ce que je veux? Oh, détends-toi du string. Parce que des gens qui font vraiment ce qu'ils veulent, j'en connais pas beaucoup, moi. Et encore, ce paramètre est quand même particulier. Quand tu dis « je fais ce que je veux », par rapport à quoi? Quelles sont toutes tes limitations? Parce que, chouchou, tu fais ce que tu veux, mais si tu manques de confiance en soi, si tu manques d'affirmation, si tu manques d'estime, tu ne feras pas ce que tu veux. Tu auras l'illusion de faire ce que tu veux, mais tu feras en vrai tout ce que les autres ont décidé que tu devais faire. Parce que tu accepteras ce qu'on va t'imposer de faire. Parce que comme tu n'auras pas le pouvoir de décision, comme tu n'auras pas la capacité de faire des choix, parce qu'il te manque un panel de références mentales, tu ne pourras pas t'engager et faire les choix qui sont les plus intelligents. Donc, quand tu me dis que tu fais ce que tu veux, c'est sûrement vrai, mais c'est tellement limité. Alors qu'à partir du moment où tu vas décider de travailler sur toi, sur tes valeurs, sur tes engagements personnels, sur ce que tu veux profondément, sur qui tu dois être. Sur qui tu dois être. Parce que vous savez, par exemple, on vous dit toujours, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est chaud cette phrase quand même. Parce que quand tu vois les gens, comment ils s'aiment, tu dis, bah non, ne m'aime pas. C'est correct. Non mais franchement, cette phrase, souvent, c'est interpellante. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est flippant ce truc. Parce que moi, en tant que psy, quand je vois comment les gens ils s'aiment pas la plupart du temps, c'est flippant. Et ce qui est encore plus flippant, c'est que ce n'est absolument pas le destin de l'âme de ne pas s'aimer. C'est contraire à cette dynamique et cette force intérieure.
Et vous savez, quand il y a un décalage entre ce que je sais que ce que je suis profondément et qui je dois devenir, et que ce que je suis profondément n'est pas raccord avec qui je suis en train de devenir, ça s'appelle la dépression. C'est-à-dire qu'il y a un problème, c'est que je sais profondément que je suis en inadéquation par rapport à ce monde. C'est-à-dire que cette force intérieure s'est confrontée à un psychisme limité, peut-être à cause d'un environnement limitant, et il n'a pas réussi à s'incarner dans le réel, dans le quotidien, pour pouvoir se réaliser. Et ce manque de réalisation, ça exerce une pression, non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Et pas une pression, des pressions. Des pressions sociales, intérieures. La dépression n'est rien d'autre qu'une inadéquation de cette force intérieure que je n'ai pas pu libérer. À cause de quoi? De mes interférences. Je vais vous demander de noter l'équation de la réussite et on va la développer ensemble si vous voulez bien. Cette équation de la réussite, elle est extrêmement simple, mes chouchous. La performance, grand P, égale petit p, moins I, fois M. Ma conférence est terminée. J'étais vraiment, vraiment très heureux de vous rencontrer. Merci beaucoup. Merci Martin. Et naturellement, pour avoir le résultat de cette équation, il faudra sortir la modique somme de 18 800 € ou de voter pour Emmanuel Macron. Non, je plaisante. C'est lui qui m'a demandé, hein, qui pas moi. Allez, on va se faire cette équation parce qu'elle est très importante. La performance égale le petit p. Le petit p, c'est ton potentiel. Ton potentiel. Le potentiel, c'est quoi? C'est l'ensemble des aptitudes, des connaissances, des expertises, des attitudes, des connaissances que tu as et que tu peux mettre au service de tes propres objectifs et de tes propres valeurs. C'est ça ton potentiel. Ça se résume à ça. C'est pas aussi complexe qu'on pourrait le croire. C'est tout ce que tu es au fond, mais que tu n'as pas incarné, que tu n'as pas libéré, laser, comme ça, sur quelque chose qui était bon pour toi. Donc ton potentiel, okay, c'est tout ça. Les interférences, moins les interférences, c'est quoi mes chouchous? C'est le bruit. Le bruit que tout le monde y fait. D'accord? À l'extérieur, puis à l'intérieur. Dites-moi, quand vous avez décidé de vous lancer dans votre projet, combien de personnes vous ont dit « Non, c'est bien, c'est top ». Et tu sais, je trouve ça super courageux de ta part. Mais, alors si en plus les gens disent « Tu sais, je vais te dire un truc, c'est pour ton bien ». Les mecs qui vous disent « C'est pour ton bien », tu leur mets un kick. Parce que le mec qui dit « Je vais te dire un truc, c'est pour ton bien », il va te déchirer la tronche. Et c'est pas pour ton bien du tout. Si jamais demain il y a un politique qui dit « Écoutez, pour le bien de la France, non. Non, jamais, d'accord? C'est pas pour ton bien. C'est pas pour ton bien, parce que quand on dit « c'est pour ton bien », je vais te déchirer. Ça veut dire quoi? Entre ce que je veux faire et le passage à l'acte, il y a un tas de personnes qui vont me dire « c'est pas bien », ou « c'est attention, oh, c'est très ambitieux ». Non, je le sens. Non, mais c'est sûr. Alors, déjà qu'on a nos propres interférences, nos propres doutes, et on va voir d'où ils viennent ceux-là, d'accord? Mais en plus, vous rajoutez toutes les interférences des autres, le potentiel, s'il y a les interférences, ton potentiel, zéro. Si tu laisses la force des interférences interagir sur ton potentiel personnel, je te le dis, tu ne réaliseras rien jamais dans ta vie. C'est pas possible. Parce que vous trouverez toujours quelqu'un qui vous dira que ce que vous êtes ou ce que vous faites n'est pas bien. Et tout ce que tu diras sera retenu contre toi. Vraiment, vraiment. Moi, je me rappelle quand j'ai eu mon émission de télé sur France 4, ça s'appelait « Un coach pour changer ma vie ». J'étais super content. Pour la première fois, j'avais un espace dans lequel je pouvais me libérer et aider des gens.
Et ensuite, moi j'avais réussi à négocier avec la boîte de prod qui était H2O. H2O, pour l'histoire, c'est Cyril Hanouna, d'accord? Et Cyril Hanouna, c'est lui qui me produisait à l'époque. Au passage, un homme excellent. Voilà, je ne sais pas quelle image vous avez de lui, mais moi, de ce que j'ai vu, de la façon dont il a réagi, il a interagi avec nous, une merveille. Voilà, rien d'autre à dire. Et c'est intéressant parce que je leur avais dit, écoutez, moi je veux bien travailler avec vous à une seule condition. Ça va être de la télé-réalité. D'accord? Donc je veux, quoi qu'il arrive, la personne que j'accompagne, je dois vraiment l'aider. Juste les gars du son, j'ai un retour de vos sons ou de vos paroles là, sur les haut-parleurs. J'entends vos insultes. J'entends ce que tu dis, Martin. Ça me fait beaucoup de peine. Mais j'ai gardé le meilleur pour la fin, Martin. Et donc je leur disais, voilà, moi je veux une émission, il faut que je fasse du bien à la personne, d'accord? Il faut que ça soit pédagogique pour les téléspectateurs, et ok, je m'assurais que ça soit télévisuel. En vrai, c'était génial. J'ai passé des super moments. Par exemple, il y avait un gars qui était phobique de l'eau, je me suis éclaté avec lui. Alors lui, par contre, le phobique de l'eau, à un moment donné, je me suis demandé si j'étais pas un sadique. Mais sérieux, je l'ai emmené dans la piscine parce que je dis, écoute-moi bien, il faut que tu sois à l'aise. Sur l'eau, dans l'eau, sous l'eau. Dans la piscine, ça allait. Quand je l'ai emmené dans les torrents, il faisait un petit peu la gueule, et quand j'ai dit, demain, plongée sous-marine, mon frère. C'était sympa. C'était très sympa. Il est mort. Ouais, il est con. Oui, il est mort, mais en même temps, j'ai le sentiment que l'espace d'une seconde, il avait bravé sa peur. Donc je me suis dit, je suis pas si mauvais que ça. Et c'est intéressant, et quand je faisais ces missions, j'y mettais du cœur à l'ouvrage. Franchement, j'étais très fier de ce que je réalisais, et le résultat était pas mal. Par contre, j'étais bouleversé de ce que je lisais dans Télérama. Quand je vous dis, les mecs, ils m'ont assassiné, je me suis fait défoncer, les gauche, droite, mais pour rien en plus. C'est-à-dire que t'es confronté à l'époque, heureusement, il n'y avait pas encore les fameux réseaux sociaux, là. Les trucs, Instagram, sinon, j'étais mort. J'étais mort, je me serais suicidé 8 fois, ok? Et un jour, pendant un colloque sur la psychologie, j'ai partagé la scène avec Jacques Salomé. Ouais, vraiment. Un grand monsieur de la psychologie. Et je lui parle de ça, de ce que je suis en train de vivre. Et j'étais en backstage avec lui, et j'avais le Télérama, qu'un copain m'avait bien souligné, machin truc, et envoyé. Truc. Il me dit, David, si tu veux faire ce métier, parce que tu es quelqu'un qui est exposé, tu t'exposes, donc il va falloir que tu intègres un truc. Chaque fois qu'on s'expose dans la vie, et on s'expose quand? On s'expose chaque fois que je vais de l'intérieur vers l'extérieur pour confronter qui je suis aux autres. Vrai ou pas? C'est ça, je m'expose. Je vais te montrer quelque chose, je fais une exposition, je vous montre ce que j'ai réalisé, je vous le montre, je m'expose. Et Jacques Salomé m'a dit, David, si tu prends la liberté de te montrer, tu prends le risque d'être vu. Et quoi qu'il arrive, tu trouveras toujours quelqu'un qui aura quelque chose à dire sur toi. Alors, il faut que tu développes l'une des stratégies qu'on n'enseigne pas en psychologie obligatoirement, mais qui fonctionne super bien dans la réalité. Je m'en bats les couilles. Jacques, tu sais le nombre de choses que j'ai entendues sur moi? Tu sais ce qu'on a dit sur les séminaires, sur les trucs, machin truc. Mais au fil de l'âge, au fil du temps, j'ai compris que résumer toute cette frustration à travers une phrase m'aidait beaucoup. Je m'en bats les couilles. Parce que le plus important, c'est qu'au final, je savais qui je suis, quand je le fais, au moment où je le fais. Et c'est ça qui doit être en accord. Si ce que tu fais, au moment où tu le fais, n'est pas en accord avec qui tu es profondément, là, tu as intérêt d'écouter la critique
et de comprendre qu'elle est là pour t'aligner. Mais si tu t'aperçois que le connard, là, ici, il te critique juste parce qu'il est jaloux de ne pas être à ta place, dans ces cas-là, tu vas t'apercevoir que ça ne vibre pas. Parce que ce n'est pas qui profondément tu es, et ce n'était pas ton intention de départ. D'ailleurs, ne nous y trompons pas. Dans l'islam, on te dit, tu seras jugé selon la niya. La niya, c'est quoi? C'est ton intention. Et ils te disent, si ton intention est bonne, pourquoi tu serais mal jugé? Intéressant quand même. Intéressant comme idée. Et c'est juste important de comprendre que si je veux performer dans la vie, il faut que mon potentiel se libère. Il faut que qui je suis, qui j'ai envie de devenir, puisse s'expirer. Mieux, puisse s'exprimer. D'accord? Quand j'imprime, je pose l'empreinte de quelque chose sur un support, vrai ou pas? Quand j'exprime, j'imprime, c'est-à-dire que je pose l'empreinte de qui je suis sur le support extérieur. Et ce potentiel, il doit s'exprimer. Si tu n'exprimes pas ton potentiel, je te le dis, tu vas être malheureux. Qui a envie d'être malheureux? Levez main. Cool. Parce que grâce à toi, notre métier ne sera jamais... Continue, c'est bien. Les coachs que j'ai formés là, un client. Un bon client. 20 ans. Merveilleux. Donc, performance, potentiel, moins les interférences, multiplié par ma motivation. Et la motivation, c'est quoi? C'est quel est le vecteur que je vais choisir dans cette vie-là pour réaliser mon potentiel? Ce petit gamin-là, qui a envie de grandir et puis d'avoir des salles devant lui, qu'est-ce qu'il pouvait choisir comme vecteur pour s'exprimer? J'aurais pu essayer peut-être faire du théâtre. Franchement, je me serais bien vu, le nouveau James Bond. Quitte à choisir, franchement, un peu d'estime de soi. J'aurais pu choisir aussi Quasimodo, mais ça aurait été moins clash. Donc cette motivation, c'est quoi? C'est un vecteur suffisamment passionnant, intéressant, dans lequel vous savez que votre potentiel pourra s'incarner. Vous me suivez ou pas? Et si tu sais quel est ton potentiel, si tu arrives à réaliser qui tu es vraiment, qui tu rêves d'être, allez, regardez. Ça vous est déjà arrivé d'être dans un entretien avec une personne, vous sortez de l'entretien et vous dites juste après, j'aurais dû lui dire ça. Ok, donc déjà on peut se poser la question, pourquoi tu ne l'as pas dit avant? Mais c'est intéressant ça. Juste cette réflexion, elle te prouve qu'il y a une différence entre mon moi et mon moi idéalisé. Ça veut dire que toi là, tous là, on a tous une vision de soi, mais en mieux. Ce qu'on appelle l'idéal de soi. Et cet idéal de soi, c'est la capacité dans laquelle j'incarne qui je suis vraiment. Et c'est intéressant de comprendre que même dans une simple conversation, on peut se dire, mais c'est ça que j'ai envie d'être. C'est ça que j'aurais dû dire. C'est ça que j'aurais dû faire. La question, c'est pourquoi tu ne l'as pas fait? Et là, ça ouvre une autre boîte qui s'appelle notre neurologie. Et on va plutôt s'éclater. Et je vais aller voir par ici la neurologie, parce que je vous sens neurologique par là. Je sens qu'il y a un truc psychologique, psychopathe, par là. Il y a des vibrations, je sais pas. Il y a un truc comme ça, là, un exorcisme par ici. Quand je suis petit, je dois avoir à peu près 6 ans. Et 2 mois avant, on nous présente qu'il va y avoir la kermesse. Et à la kermesse, chacun des élèves de la classe va devoir chanter une chanson. Alors, j'ai peur, mais en même temps, vous vous rappelez, j'ai envie. J'ai vraiment envie. Bon, le problème, c'est que je ne vais pas choisir la chanson. On m'a cloqué Michel Sardou, La maladie d'amour. Elle court, la maladie d'amour.
Je la vois encore courir. La maladie d'amour, franchement, j'aurais pu tomber sur un truc qui pouvait... Mais à l'époque, il y avait tout. Il y avait Johnny, il y avait tout le monde. J'aurais pu allumer le feu, ça se trouve. On m'a cloqué un truc de dépressif, quoi. Alors j'apprends la maladie d'amour par cœur. Je monte sur scène. La musique part, je commence à partir et la musique s'arrête. Donc là, parce que moi, j'ai pas le retour, donc pendant 30 secondes, je chante et tout le monde fait... Qu'est-ce qui se passe? Donc là, il y a la maîtresse qui arrive un petit peu en passé. Tu chantes depuis 1 minute pour rien. Et elle me dit, personne t'entend. Vous savez ce que ça veut dire, personne t'entend? C'est-à-dire que moi, à ce moment-là, je ne comprends pas qu'il y a un problème de son. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Elle me dit, personne t'entend. Donc je me suis dit, j'ai pas assez de voix, je porte pas, je m'en vais. Je quitte littéralement la scène, quoi. Donc la maîtresse, elle me dit, qu'est-ce que tu fous? Personne m'entend. Ben oui, mais là maintenant, ils vont t'entendre. Elle m'a mis un stress, cette connasse. Le mec repart la musique, mais cette fois-ci trop fort. Et là, personne m'entend. Une fois, hasard. 2 fois, coïncidence. La 3e fois, il va lancer la musique. Ça m'a tellement stressé que j'ai oublié les paroles. Mais vous êtes des sadiques, en fait, de vous marrer. C'est-à-dire que je suis en train de vous expliquer qu'un enfant, il souffre, il est humilié devant tout le monde et ça vous fait rire. Je comprends pourquoi on a notre gouvernance maintenant. Non. Je t'ai dit, j'ai oublié les paroles. Un truc traumatisant comme ça, tu dis pas, écoute-moi bien. Un jour, quand je serai devant le public, je dirai la maladie d'amour. Mais pas du tout. Par contre, non. Mais non. Mais non. Mais non. Mais non. Merde. Mais non! Écoutez! Bravo! Bravo le public! Bon. Oh putain. Je viens de me faire un téléphone portable, c'est toujours ça, quoi. Non, je vais vous dire un truc pourquoi je ne vais pas la chanter. Non, écoutez-moi. Vous avez un problème avec l'écoute. Je vais vous dire un truc. D'abord parce que cette chanson, je l'aime pas. Voilà. La deuxième chose, il n'y a rien qui me fait plus plaisir au monde. Et si vous voulez, à la fin, on se prend 5 minutes et je chanterai avec Yannick, qui est mon frère. Et là, vous verrez ce que c'est que la vraie chanson. Ça va ou pas? Merci pour le téléphone quand même. Enfin bref. Et c'est intéressant. Vous êtes un petit peu tordu quand même dans cette pièce. Je dis ça. Donc ce gamin, lui, il n'a pas le cortex préfrontal, il ne peut pas dire, bon, David, tu as été victime d'une avarie technique liée à l'incompétence de certains adultes qui n'ont pas l'habitude de mettre en œuvre ce genre d'événement. Tu dois aussi intégrer que ta maîtresse manque totalement de leadership et de charisme. Son management est complètement à remettre en question, donc, s'il te plaît, ne tire pas ombrage de ce petit événement et n'en fais pas quelque chose qui pourrait être déterminant dans ta vie future. Bah non. Mais non.
Non, à la place, dès que quelqu'un va me dire, il y aura un petit peu de monde. Ah non, mais une gastro instantanée. Bon, il y en a qui sont Aquaman, hein, pour mieux. Hein. Donc, c'est intéressant de vous apercevoir qu'il y a des mecs qui vous forment ici, ils ont cuit une huître, issus comme des Aquaman, et qui se sont chiés dessus toute leur vie. Il y a un truc... ça donne vraiment envie de se former. Bonjour l'académie, zéro limite. Ah bah, il n'y a pas de limite, là, et c'est sûr que... C'est-à-dire que les mecs, ils ont aucune limite dans leur connerie, quoi. Vous faites confiance à ces gens-là? Eh ben, vous avez raison. Parce que ce sont ces gens-là qui changent le monde. Non, parce que quand t'as eu des gastros un petit peu partout dans le monde, tu dis, ah oui, je me rappelle de la gastro que j'ai eue à Sydney, c'est très sympa. La gastro de Londres, un petit peu plus technique. La bouffe. Ah, ça c'est fait aussi. Bon, maintenant je vais vous parler d'un truc qui est très sérieux, quelques instants. C'est-à-dire qu'en fait, vous devez comprendre que la limitation de ce potentiel, ces fameuses interférences, les plus graves de toutes sont les vôtres. D'accord? Ce sont les vôtres. Pourquoi? Parce que je vais tirer des conclusions hâtives de ces événements-là. OK? Et là, moi, je vais dire, oh là là, j'ai voulu m'exposer, personne ne m'entend, il n'y a aucune personne qui est venue me voir en disant, mon pauvre petit, et vous expliquerez pourquoi derrière, tout à l'heure. Et du coup, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu une petite voix qui a commencé à naître et qui va me dire, à chaque fois que je vais être exposé, d'accord, il va y avoir un centre dans mon cerveau qui va fabriquer de nouveaux messages cérébraux trompeurs. Ce centre, c'est le cortex préfrontal et l'hypothalamus, okay, qui, lui, va fabriquer des messages en disant, regarde, il se passe un truc, je vais dégager, donc ça se passe comme ça, situation, je dois parler en public. Le centre est une alerte. Oui, centre des alertes, bonjour. Oui. Oui. Bah, écoutez, j'alerte, pardon, c'est quoi? Une prise de parole en public. Hippo. Oh, le gros. Viens là. Bah oui, hypothalamus, c'est hippopotamus. C'est gros. Viens là, viens là, viens là. Il demande de faire une prise de parole en public. Oh putain! Oh putain! Tu vas appeler le centre d'alerte et tu vas leur dire, je m'en occupe. Hypothalamus, il prend le téléphone, il fait, allô? Centre d'alerte, j'écoute? Oui, bonjour, on a une alerte là, on ne sait pas si c'est du sérieux, peut-être prise de parole en public. Oh putain! Alerte générale! Oh! Alerte générale! Insula, viens ici. Insula, oui toi l'insula. L'insula, c'est quand vous sentez les choses dans les tripes là. Déclenche un truc. La gastro, déclenche la gastro là. Oui, oui, prise de parole en public. De quoi? C'est quoi la prise de parole en public? Comité de direction, putain. Il y a une promotion à la clé. On s'en fout, on s'en fout de la promotion, on s'en fout. Gastro. Appelle le cortex singulaire antérieur. Le cortex singulaire antérieur, c'est celui qui évalue les risques potentiels. Cortex singulaire antérieur, bonjour. Oui, je suis consultant. Oui, bah, écoutez-nous sur un gros dossier en ce moment avec Emmanuel Macron, là, on l'a conseillé sur le corona et tout, là. Oui, oui, évaluation des risques et tout. Hop, 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 hop. C'est le problème du singulaire antérieur, il fait toujours ça, je vous le dis. Dans vos têtes, il fait ça, le mec. Alors oui, prise de parole publique, il y aura combien de personnes exactement? Ah, quand même. Ah, quand même. Insula. Non, tu peux y aller. Tu peux y aller, vraiment, vraiment. Ouais, lâche tout. Ça y est, la gastro est partie, c'est enclenché. Oui, bah, va voir avec le cortex préfrontal, il y a peut-être un slip de rechange, je m'en fous, moi, je gère l'urgence, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il va chier dessus, puis c'est tout, voilà, allez. Ça, oui, c'est ça. Je m'en charge, j'appelle le centre des habitudes.
Centre des habitudes, bonjour. C'est le ganglion de la base. Oui, ganglion de la base, bonjour. Oui, alors voilà, on a déclenché une grosse diarrhée là. Parce que le mec, il devait parler en public. Ah, vous avez bien fait. Bien fait, moi je remets pas en question ça. Par contre, maintenant qu'il est en train de se chier dessus, il faut expliquer pourquoi, qu'est-ce qu'on peut faire. Il faut qu'il donne une réponse. Bouge pas. Accubins. Oh! Il est accubins, il est sourd. T'as un truc genre évitement Oui, c'est ça, des excuses. T'en as? T'as quoi comme excuse? Très bien, ça. Très bien. Ah, l'autre insu, là, il va se lâcher avec ça, pas ça. Oh, il va se faire une semaine de diarrhée, là, avec ça, toi. Ok. Bon, ok. On a une excuse. Et toi, là, donc toi, t'es là dans le réel, ça se passe tout ça dans ta tête. Toi, dans le réel, tu fais... Bon, écoutez... Comment vous dire que... Je la sens pas, cette prise de parole au public. Est-ce que c'est à moi de me mettre en avant dans tout ça? Je ne sais pas. Par contre, j'ai un très bon collaborateur qui sera parfait pour ce genre de choses. Mais il faut vite prendre la décision. Je vais aller lui en parler tout de suite, si ça vous dérange pas. Hein? Ça vous dérange? Oh, trop tard, finalement, on peut parler maintenant. Non, ça va. Oh, ça va mieux. Par contre, je vais pas rester si ça vous dérange pas. Hein? Tout à l'heure, Monsieur le Président. C'est ça. Toute ressemblance avec des personnes serait fortuite, naturellement. Ça se passe tout le temps. D'accord? C'est-à-dire que il y a toujours face à une situation quelque chose qui va faire que tu as un centre d'analyse qui va envoyer au centre waouh des réactions et qui vont enclencher des phénomènes qu'on appellera des habitudes. Et si, en fait, parce que le cerveau comprenait une chose, quand je suis dans un malaise, ce que le cerveau y veut, c'est un soulagement immédiat. Vous entendez ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire que votre cerveau, il n'est pas dans une logique de pensée très long terme. Il a besoin d'avoir un soulagement immédiat. Et le fait d'éviter et de se dire « je ne vais pas le faire », c'est un soulagement immédiat pour lui. Une fois, hasard. 2 fois, coïncidence. 3 fois, une loi. 4 fois, une bonne habitude. Une bonne habitude d'éviter tous les problèmes dans ta vie. Ou alors, ça va être Steve. Steve, c'est un brillant chef d'entreprise. Incroyable. Il est smart, mais il a un problème, c'est que dans son enfance, il s'est rendu compte, à travers des expériences diverses et variées, qu'il ne pouvait pas compter sur les autres. Et je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants. Et Steve, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Il va considérer toute sa vie que les autres ne sont pas capables d'être en autonomie. C'est valable pour le personnel de son entreprise, comme pour les personnes au sein même de son foyer. Ça pose problème. Parce que, en fait, Steve, il est en stress permanent. Pourquoi? Parce qu'il est en train de vivre ce qu'on appelle du surmenage. Il prend tout en main. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il va prendre aussi bien les choses en main à la maison qu'au travail, alors qu'avec peu de conversation et en lui expliquant tout ce processus, Steve, il a compris qu'en fait, il devait apprendre à faire confiance à ses collaborateurs, comme aux personnes au sein même de son foyer, et qu'en apprenant à déléguer et en ayant confiance de le faire, il pouvait faire mieux. Sauf que, avant ça, Steve, il n'arrivait pas à gérer. Et quand il rentrait le soir, au-delà des emmerdes qu'il avait dû gérer toute la journée au boulot, le soir, il avait le sentiment qu'il devait encore en plus gérer à la maison. Et puis un jour, Steve, il va s'installer dans le canapé. Et ce soir-là, il y a un pote qui est venu avec une bonne bouteille de vin. Il a dit, regarde, goûte ce vin. Son pote est un grand amateur de vin. Goûte ce vin, il est exceptionnel. Il va prendre un verre. Vous savez ce qui va se passer là? Alors qu'il avait des messages qui lui disaient
ils ne savent pas gérer, ils sont nuls, c'est toujours toi qui dois te prendre en charge. Bref, le mec, il était surchargé. Il y a tout le système d'alerte qui s'est mis en œuvre. Et à un moment donné, le centre d'habitude dit « Viens, on trouve quelque chose pour que tu ailles bien, te soulager là, parce que tu as trop de stress. » Et le mec, il a pris un verre de vin. Et son cerveau lui a dit « Tu sais quoi? C'est cool, quand tu bois un verre de vin, tu as l'air un petit peu plus détendu. » Donc le gars, il va commencer à prendre l'habitude, tous les soirs, quand il rentre, il s'installe, petit verre de vin. Son centre d'habitude est en train de travailler. Libération de la dopamine à ce moment-là. Et le problème, c'est qu'un jour, le petit verre de vin, il n'est pas suffisant. Il va prendre 2 verres de vin. Et puis, il va s'apercevoir aussi que le vin, le soir, c'est sympa, mais peut-être d'en prendre un peu le midi, ça coupe un peu la journée, parce qu'ils sont tellement chiants, les collaborateurs. Et vous êtes en train de voir exactement comment quelqu'un devient alcoolique. Simplement parce que son centre d'habitude fonctionne comme ça. Mais vous savez quoi? On est tous dépendants à quelque chose. On va tous être dépendants à quelque chose. Parfois, ne croyez pas que l'évitement n'est pas aussi grave que l'alcoolisme. Combien de fois vous savez que vous devez faire quelque chose et vous l'évitez? Vrai ou pas? Combien de fois vous savez que vous devez aller à la salle de sport et vous n'y allez pas? Combien de fois vous savez que ce dossier, vous devez le remplir, ou que ce client, vous devez l'appeler, vous ne le faites pas? C'est toujours le même processus qui se passe. Mais à la base, vous avez un message cérébral trompeur qui est là et qui vous pourrit. Ou ça va être Sarah. Sarah, elle a exactement le même problème, mais sur un autre niveau. Sarah, elle présente le rapport d'expertise qu'elle avait mené pour la relation publique de la société à son boss. Pendant 35 minutes, son boss, il va dire « C'est génial ce que tu fais, j'ai adoré, les idées sont incroyables. Par contre, la prochaine fois, s'il te plaît, un petit peu plus tôt, parce que là, tu me l'as sorti un petit peu trop tard, c'est dommage, j'aurais préféré de lancer un peu plus tôt la campagne. » Vous savez qu'elle, elle va garder que ça dans sa tête. Elle sort, elle garde que ça. Donc son centre d'alerte, là, je veux dire, attention, pic maximum. Et elle va rentrer dans 2 stratégies, allez, 3 stratégies. La première, l'évitement. Je vais essayer de prendre le moins de responsabilités possible. La deuxième, il faut que je me sente mieux, immédiatement. Pourquoi pas la bouffe? Tiens, parce que son cerveau a vu que quand elle se gavait de sucre à ce moment-là, il y avait un petit côté bien-être qu'elle se faisait, et lui, il a associé stress, sucre, bien-être. Stress, sucre, bien-être, ça va bien, libération de la dopamine. Et cette libération de la dopamine va la rendre dépendante. Dépendance à ce processus, dépendance à la bouffe. Et en plus, la 3e syndrome qu'elle va développer, c'est le perfectionnisme. La prochaine fois, je ne m'y prendrai pas. Mais quand je parle à Sarah, et que je dis « Sarah, dis-moi, t'étais vraiment en retard ?» Et oui, j'étais en retard. Maintenant, tu dois savoir que la raison de mon retard, c'était mon boss lui-même. Il a fait 14 allers-retours pour nous donner des choses, et on ne savait pas comment faire, quoi. Donc, s'il ne nous avait pas changé 1000 fois les choses, on aurait donné à l'heure. Alors pourquoi tu n'as pas osé dire? C'est tout le problème. Quand on a travaillé sur son message cérébral trompeur, je dis, mais ça vient quelque part, ça. Qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là? Je suis nul, je ne sers à rien, je ne vais quand même pas remettre en question mon autorité, son autorité. Ça vient d'où, ça? Viens, on va chercher, viens, on va chercher. Et on gratte, et on gratte. Et pourtant, Sarah va me dire, j'ai eu des parents exceptionnels, une mère aimante, des parents incroyables, une éducation parfaite, on ne manquait de rien, on a vécu dans un lieu hyper sécurisant. Ok, mais en attendant, tu as un problème à l'autorité. Et un jour, elle me dit, tu sais, je me suis rappelé d'une scène, je pensais qu'elle était anodine dans ma vie, mais pas du tout. Un jour, j'étais en train de manger, j'avais demandé à ma mère, on était en vacances, et je voulais une crème glacée à la menthe avec des pépites de chocolat. Ma mère me l'offre, et tout ça, on est ensemble, sinon on passe un très très bon moment, et je fais tomber ma glace. Et là, mon frère m'a dit, t'es une loseuse, tu sers à rien, tu réussiras jamais dans ta vie. Là, ma mère, à ce moment-là, elle m'a puni, elle m'a dit, t'auras pas de glace. Et en fait, ce processus part d'un principe qu'un grand expert en psychologie, docteur en psychologie, s'appelle David Richo, a développé à travers les 5 A. C'est-à-dire que nous avons des attentes et nous avons des besoins en tant qu'enfants qui s'appellent les 5 A. Et que si nos enseignants n'y répondent pas, nous allons développer ces fameux messages cérébraux trompeurs qui vont
orienter et guider tout le reste de notre vie si nous n'en prenons pas conscience. Fort heureusement, aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire que vous ne le savez pas. Les 5 A, c'est quoi? D'abord, attention. Je vous les donne, puis après, je reviens sur chacun d'entre eux. Attention, acceptation, affection, appréciation, autorisation. Chaque personne de cette planète, du plus petit au plus grand, a besoin d'attention. L'attention, c'est l'œil objectif que vous portez sur l'autre et de lui porter de l'intérêt. Que la personne sente qu'elle est importante. Tout le monde me suit là? Un enfant, il a besoin d'attention. Un enfant, tu ne lui donnes pas d'attention, crois-moi, il va la chercher. Si tu ne lui donnes pas de l'attention positive, il va faire chier. C'est comme ça, c'est un principe de base. D'accord? Maintenant, on s'aperçoit que moins les parents sont attentifs aux enfants, plus les enfants sont perturbés. Et perturbants. Okay? Et après, on dit, bah, il est hyperactif. Non, il n'est pas hyperactif, c'est que toi, tu n'es pas assez attentive. Ton enfant, il a besoin d'attention. Et si tu n'as pas l'attention, il va venir le chercher. Après, ton enfant, il a besoin d'acceptation, d'être accepté comme il est, dans sa différence. Il va y avoir des enfants avec une part féminine beaucoup plus grande et des enfants avec une part masculine beaucoup plus grande. Et dans ces cas-là, il faudra l'accepter comme il est. Vous allez avoir des enfants artistes et vous allez avoir des enfants qui seront experts comptables. C'est pas grave. Ça peut s'opérer. Ok, il y a des recherches en cours là-dessus. La science avance. Ok, mais quoi qu'il arrive, c'est important de comprendre qu'il y a l'attention et j'ai besoin d'être accepté comme je suis, avec ma différence, avec mon côté parfois hurluberlu. C'est ok. Mais si je ne me sens pas accepté, je vais commencer à me dire des phrases. Je m'aime pas. Je suis nul. Et c'est là où je vais commencer à mettre en place tous ces messages cérébro-trompeurs. Parce que le problème, c'est que parce que ça vient du cerveau, je pense que c'est moi. Vous comprenez? Parce que ça vient de mon cerveau, je ne suis pas capable de me dire à un moment donné, mais c'est pas moi. Ça vient pas de moi. C'est la résultante d'un système éducationnel et environnemental qui a formé cette neurologie-là. Mais c'est pas ce que je suis. Ce que je suis, c'est pas ça. Mais comme on ne nous a pas appris cette distinction que parfois notre cerveau nous envoyait des messages et que ces messages n'étaient pas les nôtres. Moi, quand j'ai appris ça, ça a été révélateur pour moi. Un soulagement total, parce que j'étais plus obligé de croire ce que je pensais. Parce que la vraie question, c'est est-ce que tu penses vraiment ce que tu penses? Mais c'est une vraie question à se poser. Est-ce que tu penses ce que tu penses consciemment? Est-ce que tu penses et que tu orientes tes pensées ou est-ce que tu es en vecteur automatique des pensées que les autres, ils ont pissé dans ton cerveau comme ça toute une vie? Parce qu'il n'y en avait pas assez. Parfois, il y a les parents, ils n'en peuvent plus. Et toi, tu dis, j'en peux plus, arrête, oh, prends encore, ah! Toute ressemblance. Et je suis un petit peu énervé, je reconnais. Je reconnais. Donc, on a besoin d'attention, on a besoin d'acceptation. On a besoin de se sentir apprécié. Et se sentir apprécié, c'est se sentir aimé. Voilà. On a besoin de se sentir apprécié. On a besoin d'acceptation, d'affection, d'appréciation. On a besoin d'autorisation. On a besoin d'avoir quelque chose. Vas-y, autorise-toi à devenir qui tu as envie d'être. Sois qui tu as besoin et qui tu dois devenir. C'est ça qui est important. Et c'est pas grave, tu t'es vautré, c'est pas grave. Lève-toi. Marche. Oui, je sais, Rézus, il l'a dit un jour, le mec, il l'a fait. Ah, maintenant, moi, dès que je vois un mec en chaise roulante, j'y vais, quoi. On ne sait jamais. Sur un malentendu. Et imagine que le mec, t'es qui? En beige. C'est Pâques. Résurrection. Ah là là, on a besoin d'attention, d'acceptation, on a besoin d'affection, d'appréciation et d'autorisation. Et si on a tout ça, eh ben on ira bien. Maintenant, je vous le dis une chose.
aucune des personnes dans cette salle a tout reçu. Aucune. Ça veut dire que vous avez tous construit une partie de votre réalité neurologique à travers un comblement du manque que cette chose avait exprimé chez vous. Vous me suivez dans ce que je dis là ou pas? Et ça veut dire qu'à un moment donné, vous allez, si vous rentrez, là c'est important de comprendre que la pleine conscience nous a aidés, nous les neuroscientifiques, à donner une observation différente, parce qu'on a remarqué que quand on rentrait dans cette pleine conscience et qu'on observait nos pensées, okay, et notamment c'était intéressant de voir qu'un gros travail était fait grâce aux personnes qui avaient des TOC, des troubles obsessionnels compulsifs. Parce qu'on n'a rien de plus automatisé que tout le schéma que je viens de vous donner, c'est les TOC. Le summum, c'est les TOC. Juste après, on a les addictions. D'accord? Donc, les personnes addictes, les personnes qui avaient des TOC, pour les neuroscientifiques qui observent toute la puissance de ces messages cérébraux trompeurs, c'est du pain béni. Voilà. Et on a observé que quand ces personnes-là, on leur apprenait à être en pleine conscience et à observer ce qu'ils pensaient, à réétiqueter ce qu'ils pensaient, et juste à dire, tiens, c'est un message cérébral trompeur de mon enfant, celui-là. Ça ne veut pas dire que la pensée, elle ne sera pas agréable. Ça ne veut pas dire que le ressenti sera agréable. Il continuera à être désagréable, mais par contre, il se passe un phénomène assez intéressant. C'est que je commence à prendre la force, la puissance, pour me dire, par contre, cette fois-ci, je ne vais pas réagir par l'évitement. Tiens, il y a une petite voix qui me dit, ça craint. Il y a même une partie de mes boyaux là, qui sont torturés par l'insula, qui me disent, pas génial. Mais cette fois-ci, je vais prendre une bonne respiration et je vais oser. Et je ne vais pas me laisser faire. Je vais dire, voilà, regarde, je dois intervenir 30 minutes, laisse-moi intervenir les 5-6 premières minutes, et après, je ferai intervenir mes équipes. Et je vais commencer à m'exposer un tout petit peu. Vous savez, ce qu'on appelle l'exposition consciente progressive. Je ne vais pas me prendre tout de suite et dire, allez, conférence avec Martin Latulippe, 1800 personnes, pop, 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 et cette fois-ci, la diarrhée, je la fais avant. De toute façon, je ne vais pas bouffer pendant 15 jours, il n'y aura plus rien à faire. Non, tu vas vomir. Non, non. Tu commences pas par là, mais par contre, tu vas dire, tu sais quoi? La prochaine fois, on est 5-6 en réunion, je ne prends jamais la parole, je vais commencer à prendre la parole. Juste, je vais m'exposer un tout petit peu. Et juste de me rendre compte que, même si j'ai cette pensée, même si j'ai ce ressenti, je peux quand même, de temps en temps, agir différemment. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et cette exposition progressive, consciente, va faire qu'à un moment donné, le pouvoir du message cérébral trompeur n'aura plus de force. Et dans ces cas-là, je pourrais accepter une émission. Et vous savez ce qui se passe dans ces cas-là? Un truc phénoménal. Je deviens qui je dois être. Parce que je lui laisse de la place. Vous voyez ce que je veux dire? Je n'étouffe pas qui je suis à travers ces messages cérébraux trompeurs. Non, 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 non. Je deviens tout ce que mon potentiel peut me permettre de devenir. Et vous savez ce qui se passe dans ces cas-là? Je touche un sentiment qui s'appelle le sentiment de réalisation de soi. Et quand vous faites ça, écoutez-moi bien, vous changez la structure de votre monde à vous. Vous devenez enfin conscient de vos pensées deviennent conscientes, vous reprenez le pouvoir. Reprendre le pouvoir, c'est exister. Et vous savez quoi? Exister, je vous dis ce que c'est. C'est se respecter. Exister, c'est se respecter. Vous avez remarqué que quand vous ne respectez pas quelqu'un, vous lui dites « je ne veux pas que tu existes ». Tu ne m'intéresses pas. Ce que tu dis n'est pas intéressant. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc si je ne te respecte pas, parce que je ne te laisse pas le pouvoir d'exister, si moi je n'existe pas, je ne me respecte pas. Tu veux te respecter? Existe. Prouve que tu résistes. Laisse ton bonheur partout. Retourne ce monde égoïste. Enfin, je sais pas, j'ai France Gall dans le sang. Sardou, c'est mort, mais voilà. Donc je vais vous dire une chose. C'est que si vous prenez conscience que vous avez cette force-là et que vous devez la libérer, que vous vous autorisez à être ce que vous êtes, que chaque jour, pour vous-même, vous donnez la plus petite des attentions. Vous respectez
l'acceptation de qui vous êtes, avec vos qualités, avec vos défauts, mais vous vous acceptez inconditionnellement. Parce que vous êtes comme ça, vous êtes un être unique. Que chaque jour, vous acceptez un peu plus et que vous autorisez à être qui vous êtes, tous ces messages cérébro-trompeurs vont se limiter. Et votre potentiel va grandir. Et à ce moment-là, mes chéris, écoutez-moi bien, vous allez vous réaliser. Merci beaucoup.